Lorsqu'il a percé dans la musique, il a été choqué par ce qu'il a découvert. Selon lui, cette industrie qui prône comme valeur le talent ou encore le mérite n'est qu'une posture et un écran de fumée. La seule chose qui compte, c'est le profit que cette industrie génère grâce à ses tours d'illusion et sa manipulation de la masse. Ces dernières années, ce rappeur a révélé énormément de secrets de l'industrie de la musique, mais aussi il a donné énormément de conseils pour les artistes qui ne veulent pas travailler avec les maisons de disques. Car oui, cet artiste a fait fortune en indépendant et Forbes lui a même dédié un article. Et dans cet épisode, on va analyser comment ce rappeur a craqué le code de ce monde, de quel outil il s'est servi, et bien sûr dans une deuxième partie on va parler de ces fameuses révélations. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et vous regardez un nouvel épisode du Lifestyle Décodeur. N'oubliez pas de liker, commenter et partager un maximum cet épisode. L'ensemble de cette vidéo est vraiment un partenariat avec TuneCore, donc au moment où je vais parler de TuneCore, je ne te conseille pas de skipper parce que ça fait directement partie de la vidéo, d'accord? D'ailleurs je vais annoncer un jeu concours qui s'adresse à tous les artistes de ma communauté. Donc reste bien concentré. Et la deuxième chose que je voulais dire, en toute fin de vidéo, je vais faire quelques annonces importantes pour les personnes qui suivent vraiment la chaîne. C'est très important que vous restiez jusqu'à la fin, donc je compte sur vous. Donc sans plus attendre, on y va. Le 26 septembre 1992, Russell James Vitale alias Russ voit le jour à Secaucus, une petite ville du New Jersey, dans une famille d'origine sicilienne. Il est le deuxième d'une fratrie de 3 enfants. Dans certaines sources, ils disent 4, mais de ce que j'ai vu, c'est 3 enfants. L'une des principales choses qui marquera son enfance, c'est les déménagements. En effet, dû à l'instabilité professionnelle de son père, Russ et sa famille ont été obligés de déménager dans plusieurs endroits et de quitter même l'état du New Jersey. Après avoir vécu plusieurs années en Caroline du Nord, quelques temps dans le Kentucky, c'est à Atlanta que la famille Vitale va définitivement s'établir. Alors Russ vit ces déménagements comme de véritables déchirements, étant donné que lorsqu'il s'établit quelque part en tant qu'enfant, tu vois, il commence à avoir ses repères, mais quelques temps après, il doit déménager, donc c'était très dur pour lui. Mais aussi, il explique que plus tard dans sa vie, ça lui a appris à se détacher rapidement des choses et d'aller de l'avant. Mais lorsqu'il arrive à Atlanta, il se fait cette fois-ci un copain qui le restera pendant très longtemps. Il s'agit de Bogus. Ce sera le premier pote qu'il aura dans la ville, et la chose qui cimentera leur amitié, c'est la musique. Depuis tout petit, Russ a appris à jouer de la guitare et écrit ses propres textes de rap depuis à peu près 7 ans. Oui, je sais, c'est hyper précoce. Bon, bien sûr, rien de sérieux à cet âge-là, mais ça montre déjà son intérêt pour l'écriture et la composition, et globalement la musique. Avec la démocratisation des logiciels de création d'instrus au début des années 2000, Russ décide de devenir beatmaker. And he wasn't even rapping at first. At first, I'm just making beats. And Boogies hears that I've been making beats and he's like, oh, I have friends that rap. And so Boogies is bringing those people over to my parents' house, and we have this janky setup of like a mic from the video game Rock Band and like fucking pantyhose as the pop filter over the wire, closed wire hanger, and the guitar amp as a speaker in GarageBand. So like, but it was incredible and we were ecstatic. Dans la foulée, Bogus se lance sérieusement dans le rap et Russ devient donc logiquement son beatmaker. En juin 2010, premier grand tournant pour le duo. Mais 2010, c'est aussi leurs 18 ans, donc bientôt la fin du lycée et le début du college. Les deux amis seront séparés, Russ ira à l'université de Valdosta et Bogus à l'université de Morehouse. Et dans cette période-là, Bogus s'est fait un véritable home studio. C'était la période où c'était devenu possible pour les artistes de créer une atmosphère pour faire de la musique, et Bogus l'a fait. Ça leur permet de passer un cap musicalement, et c'est d'ailleurs là-bas que Russ fera ses premiers grands pas dans la musique. Bien qu'il poursuive ses études, Russ n'a pas réellement l'ambition de faire de longues études et d'avoir un job classique. Non, lui, ce qu'il veut naïvement, c'est de percer dans la musique. Alors qu'il est dans sa chambre d'étudiant, il produit de la musique, teste des choses avec sa voix, et à ce moment-là, il découvre quelque chose. But being in my dorm room, I'm just making beats and I start experimenting with like songs, like writing my own shit. I kind of got the bug from that. I was like, wow. This is fucking awesome. Il aime s'entendre chanter. Donc comme je te l'ai dit, l'université c'est pas pour lui, donc au bout de quelques mois passés sur les bancs de la fac,
Il sait qu'il va pas faire de vieux os ici. Son avenir sera dans la musique et sa mère qui est prof n'est, comme tu l'imagines, pas d'accord avec ça. Elle aimerait que son fils fasse de longues études. Par contre, son père, lui, est carrément derrière lui. Il lui dit « fonce mon fils ». Et donc quelqu'un qui a autant la flemme d'aller à la fac, eh ben, qu'est-ce qui se passe après le premier semestre? Quelque chose de classique. Il ne passera pas ses partiels, revendra ses bouquins et s'achète de la weed avec pour partir avec Bogus à Los Angeles, ville où le rappeur est né. Là-bas, ils iront tourner le clip de Cali, produit par Russ lui-même. Après ça, Russ et Bogus vont spammer le compte Twitter de Mark Robman. Alors pour ceux qui ne savent pas, Mark Robman, c'est le vice-président de Genius, donc Rap Genius, et à l'époque, il présentait une émission sur MTV. De ce que Russ décrit, c'était une émission où des artistes un peu plus établis commentent des artistes émergents. À force de spammer, il finira par écouter la musique de Bogus, et c'est comme ça que Bogus finira sur MTV. Alors ça me fait rire de dire Bogus, parce que j'ai envie de dire Bogos. Bogos, tu vois. Alors c'est le premier grand accomplissement pour les deux potes. Bogus est un rappeur qui commence voilà, à se faire un petit peu connaître sur MTV. Et Russ a une prod qui a été placée et qui passe à la télé. Donc à partir de là, Russ, plus personne ne peut lui parler, quoi. Tu vois, c'est la star, quoi, tu vois. Et c'est à partir de là qu'il mettra en place un contrat avec sa maman. Sa mère lui dira, ok, je te laisse tant de temps. Je crois que c'était 1 année ou 2 années, ou peut-être un peu plus, je ne sais pas. Et ils se diront, dans cette période-là, tu réussis à faire quelque chose dans la musique. Mais si rien ne se passe, tu dois retourner à l'école. Tu dois retourner dans le système académique pour avoir un job classique, d'accord? Donc Russ, à partir de là, s'est dit, ok, il faut absolument que je perce. Parce que je peux pas retourner à l'école, d'accord? Et vous d'ailleurs qui me regardez, inspirez-vous un petit peu de ça. Peut-être que l'école c'est pas pour vous, mais lorsque vous vous lancez dans un projet en dehors de l'école, vous avez intérêt à vous donner corps et âme, d'accord? Vous allez voir ce qu'il va faire, on va tout détailler ici. Quelques temps plus tard, Bogus sort son album 2020, entièrement produit par Russ. Non seulement il aura proposé des prods, mais en plus de ça, il va chantonner et rapper ici et là, tu vois, dans les refrains, ce genre de choses. Parce que comme je t'ai dit, il a bien apprécié sa voix en fait. Mais malgré tout, il ne se dira pas pour autant artiste. Mais alors qu'il est en studio en train d'expérimenter des choses pour un projet de Bogus, il finit par avoir un déclic. Il se dit, mais attends. I remember I was in Bogus' studio and I'm like doing a hook or something on one of his songs. And I was in the booth, I was like, yo, should I start rapping? And he was like, absolutely, hell yeah. À partir de là, Russ décide de devenir artiste et de se lancer dans sa propre carrière. Et je peux te dire qu'à partir de là, le chemin va être très très long. Et c'est là où ça demande d'être obsessed, focus et extrêmement passionné. Parce que le chemin va vraiment être long. Alors, ce qu'il faut savoir avec Russ et Bogus, c'est que ce ne sont pas juste des artistes, tu vois. C'est de véritables obsédés, tu vois. C'est des mecs, lorsqu'ils se sont dit qu'ils vont faire quelque chose et qu'ils vont réussir dans un domaine, ils se donnent corps et âme, comme je te l'ai dit. Donc, ils vont mettre tout ce qu'ils ont en leur possession, leurs compétences, leur concentration, leur passion, au service de la musique. Et donc pour représenter leur philosophie, ils vont trouver un nom de crew qui leur va à merveille. Diamond, do it every day, music or nothing. Tout est dans le nom. I got bit by the bug of like being an artist and making my own songs, and I was hooked and I was obsessed with it. But I was so obsessed with the idea of like what this could turn into. I wanted to keep getting better. I had so much to say, so I just made a shit ton of music. Et c'est ainsi que Russ va sortir 11 albums entre 2011 et 2014 et ils flopperont tous. Les albums ils pètent. 11 albums frérot. Donc ça veut dire là il y a un truc qui va pas. Donc tu t'imagines, tu sors 11 albums, rien ne marche, c'est une dinguerie. Mais ce dernier semblerait passer d'échec en échec avec enthousiasme car visiblement rien ne semble le décourager. Après tout, comme le disait Churchill, le succès c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Et ça Russ l'a clairement intégré. Par contre, c'est pas de faire exactement la même chose, c'est de changer de stratégie. Et ça, Russ va le faire à merveille. Il a compris dans l'époque dans laquelle il est, et voici ce qu'il va faire. Alors il se dit que le problème ne vient pas spécialement de sa musique, tu vois. Il a eu quelques succès, des petits succès avec quelques morceaux qui sont sortis, donc il se dit que les gens peuvent apprécier ce qu'il fait. Par contre, c'est au niveau des sorties que ça ne va pas. Et c'est là qu'il va commencer à étudier l'environnement global de la musique. Alors on est au milieu des années 2010, il y a énormément de changements qui sont en train d'être opérés, et Russ va les observer, les analyser et intégrer ces changements. Et donc en observant les plateformes comme ça, il va vraiment s'intéresser à SoundCloud, parce que SoundCloud c'est la plateforme idéale
génial pour les artistes indépendants. C'est facile d'accès et à cette période-là, Apple Music, Spotify n'étaient pas encore autant développés. Donc la meilleure chose à faire pour lui, c'était de passer par SoundCloud. Et il observe quelque chose sur SoundCloud qui va changer sa vie. Peu importe la taille de l'artiste, que tu t'appelles Kendrick Lamar, Chance the Rapper ou un petit artiste underground, il remarque que sur les playlists de SoundCloud, le nombre de plays par morceau est affiché. Et ce qu'il remarque, c'est que peu importe la taille de l'artiste, le premier morceau va être le morceau qui aura le plus d'écoute. Donc il se dit, moi lorsque je sors un projet sur SoundCloud, déjà qu'on ne me connaît pas, si je sors un projet entier, le premier morceau va faire beaucoup d'écoute, mais les morceaux qui vont suivre derrière, ça va être la dégringolada. Donc la meilleure chose à faire, c'est déjà de se concentrer sur un morceau que les gens vont écouter, parce qu'ils donneront peut-être pas la chance à un gars comme moi d'écouter tout un projet, d'accord, parce que c'est beaucoup de temps, 15 morceaux d'un artiste que tu ne connais pas, sachant qu'on est dans une époque où il y a de plus en plus d'artistes indépendants qui uploadent de la musique, donc compliqué de se démarquer. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va décider de sortir un morceau par semaine. One song a week, c'est la stratégie. Un morceau, mais alors le morceau, il va être extrêmement bien travaillé. Et il faut que le morceau soit différent toutes les semaines. Parce qu'au départ, il ne connaît pas exactement quel est son public. Donc l'idée pour lui, c'est de sortir un morceau par semaine un peu différent, qui montre un aspect de sa personnalité et qui va lui permettre de pouvoir, tu vois, naviguer un petit peu et faire en sorte de toucher un public à chaque fois un petit peu différent. Et à chaque fois que des gens vont apprécier sa musique, ils vont s'abonner et ils vont savoir que cet artiste-là, voilà, il a ce concept où il sort un morceau par semaine. Et donc il avait 25 singles toujours de prêt à sortir, et à côté, au cas où l'un des singles pète, il a un album de ready. I had an album on the side of 14 songs, and I had 25 songs I was down to put out. Right? So at that point, I'm playing chess. I'm super prepared. Because if one of these 25 blows up, here's the album. Because I didn't want to miss the moment. Because I've seen artists who blow up and then scramble and rush around and wait. Et pourquoi Russ était en mesure de pouvoir sortir autant de musique? Eh bien, comme je te l'ai dit, de base, il était beatmaker, donc il était en mesure de pouvoir faire ses propres instrus. Ensuite, deuxième chose, étant donné qu'il n'avait pas les moyens d'avoir quelqu'un pour mixer et masteriser sa musique, il a appris à faire les deux. Et donc, il maîtrise toute la chaîne de production pour sortir un morceau. Well, I create so quickly because I don't have to call anybody. You know what I'm saying? You gotta understand, like every other artist like has to walk in, get the beat from this person. Like that's a whole other mess. Pick through beats. I couldn't even imagine that, bro. I mix my shit as I'm going. You know what I'm saying? So like when I'm done recording the song is done. You know what I mean? So like that's why I turn it around so quick. Like You taught yourself all this? yeah. Wow. Yeah, it was a you know, it's a survival mechanism. Et donc, comme je te l'ai dit, à cette époque-là, c'est le moment où vraiment sortir de la musique lorsque tu es un artiste est de plus en plus facile. Tu vois, il n'y a plus de gatekeepers. Tu peux tout de suite faire du direct to consumer en touchant directement le consommateur. Et pour ça, il y a plein d'outils qui sont à disposition, tu vois. Et parmi ces outils-là, tu as TuneCore. Merci à TuneCore de sponsoriser cette vidéo. Comme je te l'ai dit, c'est directement intégré à l'histoire, donc je te conseille de regarder toute la promo, même si tu n'es pas artiste. TuneCore est un outil qui te permet de distribuer ta musique sur toutes les plateformes de musique pour seulement 22,99 € par an. Et tu gardes 100% des profits générés. C'est une dinguerie. C'est le meilleur deal possible pour les artistes qui n'ont pas de label, qui sont indépendants et qui souhaitent vivre de leur musique. En plus de te permettre de diffuser ta musique sur toutes les plateformes, TuneCore te permet aussi également d'uploader sur TikTok, étant donné que TikTok aujourd'hui, comme tu le sais, est un moyen de pouvoir devenir extrêmement populaire très rapidement. Il te suffit d'un extrait de l'un de tes morceaux pour devenir extrêmement connu et avoir la carrière de Russ, par exemple. Avec le code promo IconicTC, tu peux uploader ton premier morceau sur TuneCore gratuitement. Et donc, je te conseille vivement de tester l'outil. Le lien est dans la description et sur le premier commentaire. Et justement, pour rester dans cet esprit de débrouillardise à la Russ, je me suis dit que j'allais mettre en avant un artiste de ma communauté. Je le fais de temps en temps, comme tu le sais, je l'ai fait dans le passé et j'ai envie de le faire là, maintenant. J'en ai parlé à TuneCore et ils sont ultra chauds. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'organiser un jeu concours pour pouvoir écouter un maximum d'artistes. Et parmi ces artistes, j'en sélectionnerai un qui va pouvoir avoir une séance studio entièrement financée par TuneCore pour enregistrer un EP par exemple, un abonnement gratuit pro illimité. C'est le meilleur abonnement que tu puisses avoir chez TuneCore. C'est l'abonnement premium que les labels et les professionnels de la musique
utilisent pour diffuser leur musique via la plateforme, et tout ça pendant 1 an. Et enfin, un contenu avec moi où tu pourras échanger sur ta musique, on parlera un petit peu, etc. Tu te présenteras et on postera le tout sur mon compte Instagram. Et donc, pour participer à ce jeu concours, c'est très simple. Il y a 2 manières de faire. La première, tu te postes en train de faire un freestyle ou en train de lip-sync l'un de tes morceaux sur Instagram ou TikTok avec le hashtag IconicTC, celui qui apparaît juste là. Ça va être le moyen pour nous de te retrouver. Ou alors, tu profites du code promotion IconicTC, toujours, et tu postes directement ta musique via TuneCore sur les plateformes de streaming et on te retrouvera de cette manière-là et on va tout écouter avec les équipes de TuneCore et ensuite on en sélectionnera un qu'on fera gagner courant septembre. Et donc il est possible de participer au jeu concours durant tout le mois d'août. Donc pendant tout le mois d'août, tu as le temps de réfléchir à quel morceau tu veux poster, quel visuel tu veux faire. Faites-moi des trucs lourds, hein. Je veux pas des trucs approximatifs dégueulasses là, parce que ça je vais pas calculer. Faites-moi des trucs lourds, impressionnez-moi, donnez-moi envie d'en faire gagner plusieurs, parce que ça j'en ai le pouvoir, d'accord? Donc c'est à toi de jouer. Donc jusqu'au 31, courant septembre, on écoute tout et fin septembre, on a un gagnant ou des gagnants. Et c'est donc via TuneCore qu'il sortira un morceau par semaine en se disant ça va marcher. Semaine 1, flop, flop. Semaine 2, flop, flop. Semaine 3, flop. Semaine 4, flop. Semaine 5, flop, 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 flop. Semaine 46. Falling in love now, losing control now. Smash! Ouais! Semaine 51. Swish! Ouais! Ça y est, on tient quelque chose. Got the chick I call it Lola. She feel like the ocean, like to drink and smoke some Doja. Et les 2 morceaux que je viens de te montrer font partie des premiers gros hits qui ont changé sa vie. Et ce qui est marrant, c'est qu'à partir de là, tous les morceaux qui étaient des flops ont bénéficié de l'impact des hits et se sont transformés en smash! Parce que, évidemment, lorsqu'un morceau pète, le réflexe du vrai fan, c'est d'aller écouter ce que l'artiste a déjà sorti. Et si, tout comme Russ, tu as produit 11 albums, eh bien, il y a beaucoup de contenu. Et en plus des 11 albums, il sort un morceau par semaine. Et sachant que c'est des morceaux qui sont tout récents, les fans vont aller regarder ce qui est sorti récemment. Donc la semaine d'avant, puis la semaine d'avant, puis la semaine d'avant, tu vois, ils vont pas forcément aller voir les morceaux de 2011. Mais si tu as sorti des morceaux le même mois, eh bien, les fans iront écouter ce qui est sorti. Et c'est comme ça qu'il a commencé réellement à avoir des fans, à devenir populaire. So if it's good music, it's impossible for there to be too much of it because all that's going to happen is your fans are going to be happy and you're going to generate momentum, I think, on a spiritual and energy level within the universe, and you're generating this momentum, and at some point, one of these is going to take off, and when it does, people, now you're at this new point of discovery, and now they're coming back and doing their homework, and they see like, oh, I don't have to even scroll down till 2018 to get his most recent album. He put out 30 songs this year and they're all fire. En réalité, c'est le même principe que la création de contenu, tu vois. C'est pour ça qu'on dit souvent aux créateurs de contenu d'être très réguliers. Parce que la musique, le contenu aujourd'hui, c'est la même chose. L'idée, c'est de pouvoir être hyper régulier parce qu'il y a un moment donné où il y aura un clip, un passage qui va péter et les gens iront faire des recherches. Et s'ils vont faire des recherches et que la dernière fois que tu as fait du contenu, c'était il y a 3 mois, eh bien l'impact sera très différent que si tu as sorti du contenu récemment. Et c'est ainsi qu'il s'est retrouvé avec plus de 60 morceaux qui ont passé la barre du 1 million d'écoutes. C'est énorme. En voyant ce succès, Russ n'a pas perdu le nord. Très vite après ça, Russ a annoncé sa première tournée de 6 dates, sans avoir signé de deal avec une maison de disques. Russ a confié qu'il faisait déjà entre 100 et 150 000 euros de bénéfices par mois, juste avec sa musique uploadée sur TuneCore. C'est une véritable success story. Donc toi aussi, profites-en, hein, t'as un morceau de gratuit, teste le bail. Et à l'époque, il avait investi que 15 $, ce qui lui a fait à peu près 1,5 million de dollars l'année, sans maison de disques, c'est une dinguerie. Alors, chose très importante à noter, si tu apprécies Russ ou si tu apprécies cette vidéo et que t'aimerais découvrir Russ plus en détail, il sera en concert le 8 septembre prochain à l'Olympia, donc pour te prendre des places, le lien se trouve en description et sur le premier commentaire. Bon, bien sûr, après ça, Russ a été approché par les maisons de disques et c'est finalement avec Columbia qu'il décidera
d'aller plus loin dans la collaboration. Et je parle bien de collaboration puisque Russ fera le choix de rester indépendant, mais il mettra en place un partenariat avec la maison de disques sur ce qu'il allait lancer après. Alors là, la question que tu dois te poser, c'est pourquoi mettre en place un partenariat avec une maison de disques, sachant qu'il gagne déjà beaucoup plus que la plupart des artistes qui sont signés en maison de disques. En fait, encore une fois, Russ a analysé le marché. Alors il s'est dit, c'est très bien, je fais beaucoup d'argent, je suis lancé et ça va continuer à grandir. Par contre, il y a une différence majeure entre moi et les artistes qui sont réellement au top. Je parle de Drake, Taylor Swift, ce type d'artistes-là. Eh bien, la différence majeure, c'est que ces artistes-là sont diffusés en radio. Et c'est extrêmement difficile pour lui de passer en radio sans l'aide d'une maison de disques, parce que les maisons de disques ont clairement donc une relation avec les radios et avec les médias globalement. Donc s'il veut pouvoir passer un step au-dessus, il doit pouvoir avoir un lien avec les radios et ça va passer par une collaboration avec les maisons de disques. Radio still is valuable. It's still, yeah, there's still a game there to be played. Especially at pop radio, you make a shit ton of money on the publishing side. Okay. Yeah. Okay. Like if you get a #1 at pop radio, it's the publishing check is bananas. Yeah. Program. There are still people. Well, yeah, for sure. Yeah, and you for get sure. and like look, the reality is, you know, I did those 3 stadiums with Ed Sheeran, and I saw firsthand like the difference between an arena and a stadium. When you look at stadium acts, radio, superstars. Because you know why? I'll tell you why. Guess who's going to the stadium show? Parents and kids. Yeah, it's Guess who listens to the radio? Parents. Et donc en faisant ce partenariat-là, il s'assure de garder le contrôle sur sa direction artistique, avoir à 100% ses masters, donc passer, donc déjà la musique qu'il a sortie à l'époque de TuneCore, c'est toujours des revenus pour lui à 100%, et sur la musique qu'il va sortir avec Columbia, ce sera 50% des bénéfices reversés, donc il coupe la poire en deux, il garde le contrôle à 100% sur la direction artistique, et donc même les masters qu'il va produire après la collaboration avec Columbia, eh bien, ils seront à lui à 100%. Donc je pense qu'il a mis en place une joint venture, ok? Mais malheureusement, Russ met fin à son partenariat avec Columbia en 2020. Le rappeur explique qu'il a été démystifié par ce qu'il a découvert. Son expérience, quoi. Son expérience en maison de disques. Et c'est ce dont on va parler dans cette deuxième partie. Alors, depuis le début de sa carrière, Russ n'a jamais eu sa langue dans sa poche. Par exemple, je me rappelle qu'il avait révélé des choses qui paraissaient ne pas être trop claires dans la carrière de Chance the Rapper, tu vois. À l'époque, il avait atteint un certain nombre d'abonnés, un certain niveau de succès. Et il se rappelle que Chance the Rapper avait atteint ce niveau de succès, mais qu'il avait déjà un niveau de connexion qui était déjà bien plus avancé que lui. Tu vois, on le voyait déjà avec les Kanye West, faire pas mal de projets à gauche à droite, avoir des articles avec les plus gros médias. Et il se disait déjà à l'époque, il se dit, mais attends, j'étais un peu plus petit que lui, 50 000 abonnés, je vais donner un exemple pour que tu puisses comprendre. Il avait 50 000 abonnés, il voyait Chance the Rapper avoir 150 000 abonnés, il se disait, ok, quand j'aurai 150 000 abonnés, normalement je serai à peu près à ce niveau-là en termes de connexion, etc. Et lorsqu'il a atteint ces 150 000 abonnés, il s'est dit, mais attends, j'ai pas ce niveau de connexion là. Lui, il est déjà connecté comme quelqu'un qui a en fait 500 000 abonnés, tu vois, comme ces personnes-là. Et c'est là qu'il s'est dit, waouh, c'est pas qu'une question de talent, tu vois, c'est une question de réseau, de connaître les bonnes personnes pour pouvoir avancer. Et ce qu'il avait découvert à l'époque, c'est que Chance the Rapper était quelqu'un d'extrêmement connecté. Par exemple, le père du rappeur de Chicago travaillait avec Obama. Donc ça l'a probablement aidé à avoir certaines connexions et avancer très vite dans sa carrière. Même moi, au moment où je le découvre, hein, c'est assez brusque, tu vois. Il est très talentueux, attention, hein, c'est un artiste qui m'a beaucoup marqué avec acid rap et tout ça, mais tu sentais qu'il était aidé, quoi. Voilà. Bon, cette vidéo n'est pas sur Chance the Rapper, revenons à Russ. Il avait fait cette découverte, et déjà à l'époque, j'ai commencé à le suivre par rapport à ça, parce que je me suis dit qu'il n'avait pas beaucoup la langue dans sa poche. Et récemment, il parle de 2 sujets qui sont vraiment intéressants, que j'aimerais exposer ici, parce que c'est des sujets aussi qui sont énormément traités dans le rap français. La première chose, c'est les labels et le réseau des labels. Il dit ceci. The big thing for me was like them getting told no. That was big. What do you mean? Meaning, which I know a lot of up-and-coming artists think like this. Oh, well, you get with a label and then you just get told yes to being on that playlist and yes to being on radio. Donc, on peut dire non
aux maisons de disques. C'est quelque chose que les artistes indépendants doivent savoir et surtout les jeunes artistes qui sont signés en label. Il a réalisé donc que les personnes signées en maison de disques sont ni plus ni moins des êtres humains qui vont prendre leur téléphone et qui vont appeler les médias, radio, internet, télé, et que ces personnes-là vont pitcher la musique des artistes qui sont signés dans leur label. Et que parfois, très souvent, ces personnes-là peuvent essuyer des noms. Voilà, non, parce que l'artiste ne correspond pas à la ligne éditoriale, parce que l'artiste n'est pas si bon que ça, bref, il peut y avoir un tas de raisons. Et aussi, ils peuvent essuyer des noms de la part des plateformes de streaming, tu vois. Par exemple, j'ai fait une interview il y a quelques mois avec Antoine Monin, le directeur général de Spotify France, qui m'avait d'ailleurs expliqué pendant l'interview que désormais, il n'ouvrait plus les mails des maisons de disques. C'est vrai que jusqu'ici, il fallait que le gars de la maison de disques connaisse le gars dans la radio pour lui faire écouter le disque, etc. Et c'était pareil au début du streaming. Hein. On t'envoyait un mail avec un fichier joint, tiens, écoute le nouveau son. Et il y a quelques années, on a mis en place un nouveau système chez Spotify où on a dit à tous nos collègues et partenaires des maisons de disques, des labels, des distributeurs, de ce que tu veux, on a dit, on lit plus les mails. On a créé un système, tu vois, un back-office en fait, où toute la musique qui va sortir nous est livrée par tout le monde de la même manière. La mission de nos équipes éditoriales, c'est d'écouter tout ce qui arrive. Les personnes de maisons de disques vont essayer de pitcher aux plateformes de streaming pour essayer de, voilà, de mettre en avant les artistes, mais ça ne va pas avoir plus d'impact que si tu es un très bon artiste sans label et qui commence à péter sur les réseaux, tu vois. Si tu pètes sur les réseaux, ils vont te récupérer, ils vont s'intéresser à toi naturellement et te mettre en playlist. Mais la maison de disque ne va pas forcément avoir plus de facilité à te mettre dans l'une des playlists de Spotify. Après, il y a des playlists indépendantes avec des gars indépendants, ça c'est autre chose. Mais pour ce qui est de Spotify même en interne, ça va être compliqué. Et je dis Spotify, ça peut être Deezer, je suis sûr que c'est la même chose là-bas, ou Apple Music. Et donc au niveau de la popularité de Russ, il s'est dit, mais attends, je peux le faire moi-même ça en fait. And I was like, well, wait a second. I can also get told no. Right. And keep 100%. Yeah. Et d'ailleurs, s'il le pitch lui-même aux maisons de disques, sachant que c'est sa musique, il peut le faire potentiellement avec plus de passion et potentiellement avoir plus de résultats qu'une personne qui doit pitcher 10, 20, 30 morceaux à la plateforme ou à la radio, tu vois. Et donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles il a décidé de quitter Columbia pour revenir en indépendant et tout gérer lui-même. Après, lui, de son côté, il aime vraiment ça, hein, gérer tous les aspects de son business. Tous les artistes ne sont pas des entrepreneurs, ça va dépendre aussi de ce que vous voulez bâtir. Et si vous aimez gérer tout l'aspect business, administration, eh ben ouais, soyez en indépendant, sinon la maison de disque, c'est fait pour vous. Et la deuxième chose très importante dont il a parlé, c'est les fake streams. Et la manière dont il en a parlé, c'est très intéressant parce que j'ai pas vu beaucoup de gens en parler publiquement de cette manière-là. Devil's advocate, they're treating it like a marketing expense. Because in a sense, it like almost is. You're gonna spend 100 grand on billboards. You're gonna spend 100 grand on streams. Right. The streams is gonna put you in a playlist. You're gonna spend real money to get fake streams that equate to real money. Alors les gens parlent beaucoup de fake streams, etc., etc., mais les fake streams, c'est quelque chose qui est réel, qui existe, d'accord? Mais c'est très intéressant de voir la manière dont il en parle ici. C'est pas vu comme quelque chose qu'on va mettre comme ça sur tous nos artistes. Ça peut être un outil marketing vraiment très efficace et moi je m'en suis rendu compte ici à force de faire des vidéos. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, au lieu de mettre cet argent-là, par exemple, dans les billboards, c'est ce que Russ explique, hein, j'ai pas de preuves, moi, si des gens en maison de disques qui l'ont fait directement, mais à force de parler, tu commences à savoir plus ou moins où est-ce que tu peux te procurer ça. Bref, c'est des choses qui sont pas si cachées que ça. Hein. Et en fait, de son côté, il s'est dit, mais en fait, tu prends un artiste qui est déjà établi. Prenons l'exemple d'un Drake, ou même en France, les plus gros artistes, ils ont déjà, je vais pas donner de nom parce que tout de suite, il va y avoir comme de la suspicion qui va être concentrée sur un artiste. Or, en réalité, pour moi, tous les gros artistes vont bénéficier de ça d'une certaine manière. C'est qu'en fait, ils vont investir sur les fake streams sur ces artistes-là, mais il faut que les artistes-là, de base, aient déjà beaucoup de fans. C'est des artistes qui, potentiellement, remplissent déjà des Bercy, tu vois. Mais l'idée, c'est de mettre un extra push pour que ça donne l'impression que l'artiste est encore plus gros, que le public puisse remarquer et se dire « Waouh, cet artiste performe extrêmement bien ». Et s'il performe extrêmement bien, c'est que sa musique doit être extrêmement bonne. Et donc, je vais aller écouter, streamer, tu vois ce que je veux dire? Et en plus, derrière, ça va générer des articles un petit peu partout de la part des médias en disant « Ah, tel artiste est en train de battre le record, tel artiste est en train de faire ci, tel artiste est en train de faire ça. » Mais c'est pas nécessairement sur des artistes qui ne sont pas connus de base. Alors, je dis pas que c'est pas fait sur les artistes qui sont pas connus de base, mais c'est très intéressant de le voir comment il en parle ici. C'est que c'est vraiment un outil marketing pour surbooster la popularité des artistes qui sont déjà en place, soit de les maintenir,
soit d'améliorer la perception sur leur succès réel, pour derrière créer un effet boule de neige sur les résultats qui sont affichés avec l'effet extreme. Je ne sais pas si tu me suis. Et comme les gens vont faire leur opinion sur ce qui fonctionne déjà, et je vais reprendre l'exemple du clash Drake et Kendrick Lamar parce que c'est très intéressant de voir comment les choses étaient présentées à ce moment-là, c'est que sur YouTube, on va regarder les stats de Meet the Grams et de Family Matter en temps réel en se disant lequel fait le plus de vues. Et au moment où Meet the Grams a dépassé Family Matters, les gens ont commencé à dire « Ah mais non, Meet the Grams est meilleur ». Or en réalité aujourd'hui, si on regarde les stats, les gens ont plus écouté Family Matters que Meet the Grams. Bon après je vous ai donné mon avis moi sur les deux morceaux, je pense que Meet the Grams c'est clairement le morceau qui a fait gagner Kendrick Lamar. Bref, je reviens sur le sujet. Et donc, les chiffres, c'est très important à notre époque. Les premières semaines, c'est très important pour les artistes. C'est pour ça que si les premières semaines ne sont pas hyper bonnes, c'est mieux pour un artiste de ne pas communiquer. Et si la première semaine est spécialement bonne, il faut mettre le paquet dessus. Et donc, c'est pour ça que les fake streams, à un moment donné, sont hyper importants pour les artistes qui sont établis. Des artistes du niveau de Taylor Swift ou de Drake vont potentiellement en bénéficier selon la logique de Russ et ça ne me choquerait pas que ce soit le cas sur l'ensemble du paysage artistique mondial. Voilà. Alors, est-ce que je trouve ça éthique? Bien entendu, non, mais j'arrive à voir la logique, sachant comment le public va réagir derrière. Donc toi, qu'est-ce que tu penses des fake streams et de cette stratégie-là pour les artistes qui sont déjà établis? Qu'est-ce que tu penses de tout ça, globalement? Dis-moi tout. Et si tu es encore là à ce moment de la vidéo, je te remercie d'être là. Merci pour ton soutien. N'oublie pas de liker, commenter et de partager un maximum cette vidéo. J'espère que tu as apprécié. Merci encore à TuneCore de sponsoriser cette vidéo. Pour tous les jeunes artistes indépendants, c'est le moment de prendre votre destin en main. TuneCore, j'ai l'offre qui est là, qui est à disposition. Faites-vous plaisir, je vous laisse aller vous mettre bien. Et surtout, si tu es un artiste de ma communauté, n'oublie pas de participer au jeu concours. Je vous ferai quelques rappels pendant le mois d'août, mais vraiment, restez concentrés. C'est l'occasion d'avoir une mise en avant. Je compte sur vous pour saisir l'opportunité. Et dernière chose avant de boucler cette vidéo, je relance une chaîne YouTube spécialisée business. Ça veut dire que sur la chaîne Iconic actuelle, je parle de culture et dans la culture, je parle de la partie business, sociétale, etc. Ça, c'est sur cette chaîne YouTube. Sur la chaîne YouTube que je vais lancer, ça va être des vidéos qui vont être business et je vais m'inspirer du hip-hop, de la pop culture pour analyser et vous faire des vidéos qui sont strictement business. On va parler branding, on va parler surtout de personal branding, l'une de mes spécialités. On va parler de l'industrie de la musique et du business derrière l'industrie de la musique. On va parler des réseaux sociaux, TikTok, etc. Et derrière, on va mettre en place des rencontres, des masterclass, etc. Donc si vous êtes intéressé par ces sujets-là, allez vous abonner. Alors pour être très honnête, je ne veux pas tous vous avoir là-bas. C'est vraiment les personnes qui sont intéressées par ces sujets-là parce que je vais interagir énormément avec elles et le but c'est de pouvoir les aider. Et je sais que sur cette chaîne-là, ça devient compliqué. Donc vraiment, c'est que pour les personnes qui sont intéressées par ces sujets-là. Et sur cette chaîne YouTube, on va continuer à faire de très très gros projets. Et deuxième chose, on a une autre chaîne qui s'appelle Iconic Plus. C'est la chaîne où on met les clips d'Iconic. Donc pour les personnes qui ont la flemme de regarder tout un épisode, on a mis en place cette chaîne-là pour vous mettre des petits clips, pour vous donner envie de regarder les vidéos. Et si vous kiffez vraiment, vous venez sur cette chaîne et vous regardez l'ensemble de l'épisode, d'accord? Donc cette chaîne-là, je vous invite à tous aller vous abonner. Par contre, elle est vraiment faite pour ça. Donc allez vous abonner en masse là-bas. Et enfin, toujours dans l'aspect business, on a notre newsletter, d'accord? Donc la newsletter où on fait des articles business. Là, on a fait un article sur Aya et sa domination à l'international, comment elle s'est faite, d'accord? Donc on a disséqué tout ça du point de vue des plateformes de streaming parce que tout s'est fait là-bas. On a fait un post aussi sur la mort de l'influence, sur comment l'influence est en train de se transformer avec l'évolution au niveau des partenariats, au niveau du direct to consumer, etc. Les choses qu'il faut savoir, d'accord? Donc on est très axé sur ça. Donc si t'es business, suis la chaîne Iconic Programme et abonne-toi à la newsletter. C'est les deux éléments super importants. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Major pour te servir. On se dit à très vite. Cheers!